Bonsoir. Dans la sémiotique du discours du pouvoir cette semaine, il y a eu un écho retentissant du Palais de l'Unité à l'immeuble Étoile, de la présidence de la République à la primature et du chef de l'État au chef du gouvernement. Il vous souvient qu'en réaction aux récents effondrements d'immeubles, le chef de l'État, à peine descendu d'avion de retour d'un séjour en Europe, avait commis un télégramme officiel adressé au gouverneur de la région du littoral. Les directives de Paul Biya, rédigées sur un ton impératif, exigeaient que, et je cite, des mesures préventives et des garanties de sécurité plus contraignantes soient combinées à la plus grande vigilance des responsables en charge des questions foncières et de construction. Fin de citation. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a donc réuni les ministres mercredi dernier pour édicter un chapelet de mesures donnant suite à la colère présidentielle exprimée par voie épistolaire. Le même jour s'ouvrait le forum d'investissement Cameroun-Émirats arabes unis, honoré par 35 hommes d'affaires émiratis prêts à mettre la main à la poche pour financer les projets qui conditionnent le développement du Cameroun. Comment ce développement peut-il s'opérer au moyen des technologies de l'information et de la communication? Connexion rapide pour quelques réponses avec le professeur Victor Mbarika, qui enseigne dans plusieurs campus de renom aux États-Unis. Il est fondateur et président du conseil d'administration de ICT University, qui a décerné samedi dernier des distinctions qui récompensent leur magistère dans l'audiovisuel à Charles Ndongo et Eric Chingé. C'était lors d'une cérémonie de remise des diplômes à 500 étudiants au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est notre invité ce dimanche. Professeur Victor Mbarika, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Ngok. Vous revenez d'Abuja. Et ça, c'est après les cérémonies qu'il y a eu la semaine dernière. C'était pour faire quoi? Bon, d'abord, avant que je commence, mon français n'est pas très bon. Je suis de l'expression anglophone, anglo-saxon, mais je vais me débrouiller comme tout bon Camerounais qui sont fiers de leur pays, ok? C'est d'ailleurs exemplaire de donner on va dire ce modèle de bilinguisme-là, de passer du français à l'anglais, ainsi de suite. Donc, sentez-vous à l'aise. J'étais un peu fatigué. J'ai décidé d'aller à Abuja, me reposer un peu pour 2-3 jours. Je suis revenu hier, dans la nuit. Vous êtes de la Momo. Pourquoi ne pas aller au village quand vous voulez vous reposer? Est-ce que vous allez même au village? Je viens d'un très joli village qui s'appelle Zangtabi, avec le chef Fontita Tabi. Je passe, ça fait longtemps que je n'ai pas été là-bas parce qu'à cause de turbulences, la crise qu'on a dans ces régions. Mais vraiment, de temps en temps, je pars à Bamenda pour visiter ma grand-mère qui est toujours vivante. Ça fait, je pense, 6-7 jours, j'étais honoré par le village voisin, Bali, par le roi de Bali. Et je le remercie pour l'honneur, pour me faire chef à titre Bakom Gwandama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'un des grands ministres du roi de Bali. Donc, je le représente. Il peut m'envoyer pour se charger des affaires du village de Bali. Parce que, bon, on peut avoir tous les bons titres de partout dans le monde, mais moi, je préfère les titres, c'est comme ces titres traditionnels. Au Nigeria, on m'a donné 4 titres déjà. Donc, ça, c'est mon premier titre au Cameroun. Donc, je suis très content et très honoré. En tout cas, ce dimanche et dans cette émission, vous avez le titre d'invité d'Actualité Hebdo. C'est mon honneur. J'ai vu cette émission depuis mon enfance, donc c'est mon privilège pour être ici. Est-ce que, quand on a besoin de se reposer, pour quelqu'un comme vous, vous êtes très high-tech, est-ce que vous faites ce que font certains, c'est-à-dire éteindre votre téléphone portable, éteindre votre ordinateur, pour vous couper du reste du monde? Exactement, je ne voyage pas avec mon ordinateur quand je peux me reposer.
Je ne voyage pas avec mon ordinateur. Bon, je voyage avec mon téléphone. J'ai 3 enfants. Ils peuvent avoir besoin de parler à leur papa. Donc, j'ai quand même le téléphone. Mais je ne voyage jamais avec l'ordinateur. Je sais que c'est étrange comme un professeur d'éthique, mais Effectivement. Je ne voyage jamais avec l'ordinateur. Et ça ne vous manque pas? Non, pas du tout. J'ai commencé ma carrière à un très jeune âge. Je suis devenu professeur titulaire à l'âge de 32 ans. Et j'ai utilisé les ordinateurs. Ça me fatigue. Je sais que je suis promoteur d'une université d'éthique, mais un mécanicien n'a jamais de bonnes voitures. Mais alors, ça veut dire que dans le monde actuel, on peut se passer du téléphone portable et de l'ordinateur sans problème? Pas seulement qu'on peut, mais il faut le faire. Il faut avoir cette balance entre nos activités professionnelles et nos vies personnelles. Parce que vraiment, un grand problème avec l'éthique, c'est que ça vient avec ce qu'on appelle en anglais unintended consequences, les conséquences dont on n'avait pas envisagé. Donc ça enlève les rapports personnels. Quand les gens sortent pour manger avec leurs femmes, tout le monde est sur le téléphone. Ce n'est pas bien. Nous sommes en train de perdre notre humanité. Et on doit vite changer ça, sinon notre vie sera complètement prise par les technologies. S'agissant des technologies, et vous qui êtes dans ce milieu-là, dites-moi un peu, professeur Mbarika, combien coûte, on va dire, un bon ordinateur portable? Bon, c'est la bonne nouvelle. 10 ans avant, pour acheter un bon ordinateur portable, c'était comme $1000, 500 000 francs. Mais maintenant, tu peux avoir un très bon ordinateur portable, 150 000, 200 000 francs. C'est très possible ce jour, parce que les prix des ordinateurs se baissent chaque année. Et c'est pourquoi l'un de nos grands projets dans le futur, c'est pour monter les ordinateurs du Cameroun pour tous les pays en développement, ou même les pays qui sont déjà développés, pour que le coût des ordinateurs soit vraiment au niveau. Notre but, c'est pour faire un ordinateur à 80 000 francs. Vous allez fabriquer donc des ordinateurs ici localement? Bien sûr. Ce sera dans votre université, oui, ou dans une autre entreprise? Non, on va ouvrir une usine à Colbisson où on aura notre futur campus pour donner le travail dans les 5 ans qui viennent à 2000 jeunes personnes pour que s'il y a des problèmes, on peut les réparer ici facilement. Donc on va le faire ici à Yaoundé. Mais vous savez que la majorité des Camerounais n'a pas cet argent et n'a donc pas les moyens de s'offrir un ordinateur, comme vous avez dit, à 200 000. Du coup, on se demande à quoi ça sert tous ces discours sur les TIC, alors que la majorité des Camerounais n'a pas accès au TIC, à commencer par un ordinateur. On a les technologies en Afrique. On a beaucoup de technologies au Cameroun. Le problème, c'est que comment on les utilise. Bon, le problème, ce n'est pas l'argent. Je vais bien dire ça. Je suis vraiment sérieux. Il y a les jeunes filles qui sortent avec les hommes. Ils les achètent les iPhones pour 1 million de francs. Mais ces jeunes filles ne peuvent pas demander à ces gars de les acheter l'ordinateur qui peut les aider dans leur vie professionnelle de 150 000, 200 000 francs. Les gens achètent les téléphones à leurs enfants qui coûtent 400, 500 000 francs, les Samsung et les iPhones, pourtant qu'un téléphone est plus cher qu'un ordinateur qui peut aider quelqu'un pour améliorer leur vie personnelle. Là où il y a le problème, c'est surtout au niveau des régions rurales. Et c'est là où même notre université, ICT Université, on avait lancé un grand projet par le Premier ministre de l'Inde maintenant, le ministre Modi, quand il était gouverneur de Gujarat. On a fait ce qu'on appelle Digital Literacy à Gujarat. Et c'était pour aider les régions rurales pour avoir les technologies, pour les aider dans l'agriculture et d'autres choses. Pourquoi vous ne faites pas ça ici?
Pas qu'on ne fait pas ça ici, c'est toutes les choses qu'on a dans notre planning. On va investir 5 millions de dollars au Cameroun dans les 5 années qui viennent là pour le développement des technologies de l'agriculture dans les régions rurales. On avait même déjà les terrains en DOP. Mais avec la guerre, ça a tout gâté. Donc vraiment, mais maintenant, nous sommes en train de travailler avec un projet de TIC en agriculture à la région de l'Est, à côté de la nouvelle université de Bertois. On va développer beaucoup. On va le faire ici pour aider les gens dans les régions rurales. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis Universal Coverage, pour aider à mener les technologies aux régions rurales. Mais beaucoup de gens dans les régions urbaines ont plus d'un ou deux téléphones, M. Ngok. Donc, le problème, ce n'est pas les technologies. On a ça, mais on ne les utilise pas correctement. Justement, comment permettre que la majorité ait un accès au TIC? Bon, d'abord, quand on regarde les problèmes comme ça, souvent, beaucoup de gens m'ont dit qu'il faut que le gouvernement fait tel. Le gouvernement, il n'y a pas un pays dans ce monde où le gouvernement a tout l'argent pour faire de bonnes choses que les gens ont besoin. Donc, je dis que, premièrement, les hommes d'affaires doivent s'élever pour investir dans le développement des technologies pour les gens qui n'en ont pas. Par exemple, les grandes sociétés comme Brasserie, les grandes sociétés comme je ne veux pas appeler les noms ici. Les grandes entreprises. Oui, les grandes entreprises peuvent, comme on le fait dans les pays développés, peuvent mettre quelques agents, quelques ressources pour développer les technologies pour les gens qui ont besoin, mais qui peuvent utiliser ça pour les raisons professionnelles, pour améliorer leur vie de jour en jour. Professeur Mbarika, avant de continuer, je vous propose un arrêt. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous avez été anobli par l'un des fonds de votre localité. Je vais maintenant vous proposer de revivre également une cérémonie au cours de laquelle vous avez anobli deux personnalités de l'audiovisuel, Charles Ndongo et Eric Tchindjé, qui ont donc reçu le Lifetime Achievement. C'était au Palais des Congrès de Yaoundé samedi dernier. Aboubakar Abo. Ce fut le Palais des Congrès pour le couronnement. Sa tunique royale, estampillée Lifetime Achievement Award, lui va comme un gant. En Charles Ndongo, la crème de l'intelligentsia de ICT University a vu un Pythagore. Oui, monsieur le directeur général de la CRTV est amateur des chiffres de son époque et de son domaine. Les faits, encre et essence qui ont noirci les milliers de papiers livrés, habillés d'authenticité, les journaux présentés ceux depuis près de 45 ans. De praticien du journalisme de terrain pendant 36 ans, je suis passé il y a 7 ans maintenant à manager de l'audiovisuel public. Ce qui a fondamentalement changé dans l'intervalle, c'est l'écosystème des technologies à outrance, des réseaux sociaux dominants et de l'opinion publique triomphante. Cependant, moi je crois toujours en la force du travail et de l'engagement professionnel. Alors SAC, on veut bien quand ça tombe sous le sens pour acclamer telle excellence rare, portée à la perfection. L'intelligence artificielle qui est au cœur de la pédagogie de ICT University nous interpelle tous et vous interpelle encore plus. Chers amis, jeunes finissants, jeunes apprenants, parce qu'elle fait côtoyer le meilleur et le pire, il s'agit, me semble-t-il, de booster le meilleur et de minorer le pire. Et puisque le Panthéon a de l'espace pour ces âmes qui savent marquer leur temps, Eric n'est jamais loin de Charles. Les étoiles elles-mêmes se sont alignées pour accueillir leur naissance. 1er septembre pour Charles et 8 septembre pour Eric. Même titre donc pour ce compagnon d'armes, lui aussi prémisse de cette école, au travail appliqué et discipline,
son devise. Charles et moi, nous sommes des rêveurs, mais pas des rêveurs qui dorment. Des rêveurs qui ont rêvé, qui se sont réveillés et qui se sont mis au travail. Unis par le moi, la passion et maintenant la gloire, c'est ensemble que ces deux marques signent pour la postérité et l'immortalité. Professeur Mbarika, quel est, on va dire, le message que vous passez à travers ces distinctions? Je suis vraiment émotionnel quand je vois ça encore, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces deux personnalités de journalisme et de communication. Le message qu'on veut passer, c'est que ICT University veut révolutionner ce domaine de journalisme et de communication pour mettre beaucoup d'éthique dans ça. On parlait des régions rurales. On veut commencer beaucoup de online radio, online télévision et tout ça pour que cette affaire des radios et télévisions ne soit pas seulement pour les riches dans les grandes villes. J'aime ce bâtiment de la CRTV, mais c'était bon dans les 80. Je vous dis maintenant, on va créer les stations de télévision dans les petites chambres qui vont être comme si c'était dans des très grands bâtiments. Les technologies permettent ça. Donc, on doit reconnaître les piliers, les gens qui ont commencé, qui étaient là au début, qui ont beaucoup sacrifié dans ce domaine, dans notre très joli pays, comme M. Charles Ndongo et M. Eric Chindje. Je ne pense pas que quelqu'un peut être contre nous pour reconnaître ces deux personnalités, même s'il y a les avis qu'ils ont que peut-être certaines personnes ne sont pas d'accord, mais ils ont beaucoup œuvré dans ce domaine et c'est pourquoi on les a reconnus. Internet, c'est quelque chose qui reste encore un peu pour les personnes qui ont un peu de moyens, qui ont une vie aisée, et c'est surtout pour les villes. Pourtant, la majorité de la population camerounaise est rurale. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut pour rapprocher Internet de tout le monde? La raison, c'est simple. Les gens qui prévoient, qui donnent l'Internet dans les pays de l'Afrique, ce sont les gens malhonnêtes. Je veux le dire clairement. Et je l'avais écrit. C'est pas très fort? C'est très fort, mais il faut lire ce que j'ai écrit. Ils volent beaucoup de gens. Parce que quand ils vendent les SIM, il y a une limite. Tous les pays ont les lois avec les limites. Si, par exemple, tu as la capacité, on appelle ça en termes de technologie, carried capacity. C'est la capacité que une organisation qui donne les SIM peuvent donner aux gens. Donc, si la capacité, c'est 10 millions de gens, et ils vendent 20 millions, quand ils vendent comme ça, ça veut dire que même ce que les gens payent, ils ne peuvent pas utiliser ça. Tu achètes le data pour 5 000 francs pour te couvrir pour un mois. Et dans 5 jours, c'est déjà parti. Et on te dit, il faut appeler la compagnie de téléphone, ils vont résoudre. Essaye d'appeler et voir si on va résoudre. C'est très difficile. Comment on règle ça? Comment on peut résoudre ça au niveau du Cameroun, par exemple? Au niveau de policy, la politique. Ça commence là-bas. Et Maman Liboumli Liken, Minette Liboumli Liken, le ministre de Poste et Télécommunications, j'ai beaucoup parlé avec elle dans ce sujet et elle a déjà commencé à faire beaucoup de bonnes choses dans ce domaine pour tenir ces compagnies responsables, accountable, comme on dit en anglais. Okay? Ils ne peuvent pas faire de n'importe quoi qu'ils veulent. Hein? Donc, on doit avoir les politiques, mais implémenter ces politiques de sorte que si ces compagnies font de mauvaises choses comme ça, ils soient punis. S'ils pouvaient augmenter la capacité, et beaucoup de gens au niveau de ça, c'est la solution qu'ils donnent maintenant, dans les zones urbaines, achètent. Un taxe de ça peut aller pour le développement des télécommunications au niveau rural.
On fait ça dans beaucoup de pays. On appelle ça Universal Coverage Tax. Pas les taxes pour les gens qui achètent, mais les taxes à ces sociétés pour aider les zones rurales. Une taxe pour la couverture universelle. Oui, on va dire ça couverture universelle. Oui, c'est très, très, très nécessaire. À cause de ce faible accès au TIC, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la priorité, ce n'est pas vraiment dans les TIC, c'est plutôt l'agriculture, les routes, les hôpitaux, l'éducation, les logements, etc. Vous partagez cet avis? Non, ça, ils ont fait une grande erreur parce que le TIC, c'est comme un stimulant pour stimuler les affaires de développement. Je vais te donner un exemple. Au Mali, j'ai fait les études de recherche là-bas, les gens qui vendent les bœufs, les gens qui vendent les bœufs, qui sont nomades, ils marchent partout. Les bergers. Oui. Bon. Maintenant, ils ne prennent pas 20 bœufs pour aller au marché et pour vendre. Maintenant, ce qu'ils font, ils prennent les photos de 100 bœufs, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Les gens voient ça et disent que je veux le bœuf numéro 69. Et ils amènent ce que les gens veulent. Donc, ça les aide de ne pas marcher loin et ne pas avoir les gens qui vont acheter ce qu'ils veulent. Donc, les technologies aident pour ça. Prends par exemple, dans le domaine de la santé. Maintenant, tu ne dois pas aller à l'hôpital pour toutes choses. On peut faire les consultations par télémédecine, comme on dit, en distance. Pour certaines maladies où le docteur ne doit pas te toucher nécessairement. Et je ne parle pas des pays qui sont développés. Ça, ce sont les technologies qu'on a déjà implémentées. Mon équipe, dans les pays comme l'Éthiopie, l'Ouganda, où les docteurs peuvent sauver beaucoup de gens par cette interaction en distance. Donc, les technologies sont là pour assister ce qui se passe déjà, mais pour le mieux faire. Dans l'agriculture, il y a ce qu'on appelle e-agriculture. C'est ce que je parle beaucoup avec mon papa, l'un de mes mentors, le président Obasanjo. Il aime beaucoup l'agriculture. Donc, je parlais avec l'ancien président du Nigeria. Et ce qu'il voulait qu'on fait dans le champ, c'est pour développer les technologies pour déterminer quoi pour planter, dans quelle période, quoi pour planter, pour voir la météo et tout ça. Donc, ça aide dans l'agriculture. Expliquez-nous un peu, de façon simple, comment les TIC peuvent contribuer au développement d'un pays comme le Cameroun. Premièrement, on doit commencer par accepter qu'on a déjà les technologies sur place. On n'a pas toutes les technologies dont on a besoin, mais on a assez pour utiliser. Notre problème, c'est que notre attitude, beaucoup de nous, on veut seulement se plaindre. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. On doit d'abord changer cette mentalité. Les gens ont les technologies qu'ils utilisent pour parler à leurs petits amis et tout ça, mais ils ne l'utilisent pas pour vendre les choses, pour faire de l'argent. Mais demain, ils vont demander de l'argent à d'autres personnes. Donc, on doit d'abord utiliser ce qu'on a. Ce n'est pas changer pour avoir les nouvelles technologies. Chaque année, tu as déjà l'iPhone 11, l'iPhone 14 sort, tu peux acheter. Pourtant que beaucoup de business que tu peux faire, tu peux utiliser l'iPhone 11. Donc, d'abord, la mentalité doit changer. Deuxièmement, on doit former les gens dans ce domaine pour aider dans le développement. Parce que ce n'est pas seulement avoir les technologies, c'est savoir comment l'utiliser à l'optimum. Je vais vous donner un exemple. Les enseignants de l'université peuvent utiliser les technologies pour enseigner sans aller en classe. Et les étudiants peuvent être partout dans le monde pour prendre les cours. Mais quelqu'un, comme mes collègues qui sont professeurs titulaires comme moi, mais ils sont bien plus âgés que moi, on ne peut pas les blâmer. Si quelqu'un a déjà 60 ans, 70 ans, et vous venez lui dire enseigner en ligne, comment il va faire? Donc, il faut les former, et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays en développement. On les met avec les jeunes qui peuvent les aider, et après
1 ou 2 trimestres, ils commencent à faire ça eux-mêmes et ils aiment beaucoup. Malgré ce que vous dites là, on a quand même un déficit d'énergie. Il n'y en a pas suffisamment, l'énergie électrique, je veux dire. La connexion Internet est mauvaise et chère, en plus du prix des équipements et des services des TIC. Donc, ce développement dont vous nous parlez là, on peut l'envisager dans combien d'années? C'est maintenant? Là où nous sommes, M. Ngok, en 2023, ce n'est pas là où on était en 2018. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui se passées. Par exemple, le ministre de l'enseignement secondaire fait du sort. J'ai appris que les gens peuvent payer la pension en ligne. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, c'est seulement parce que nous, les Africains, nous sommes trop pressés. L'Amérique et l'Europe n'étaient pas développées dans un jour. Donc, nous sommes, là où nous sommes, ce n'est pas mauvais. Je veux qu'on reconnaisse que là où nous sommes déjà très, très bien avancés. Maintenant, je sais que cette émission, Actualité Hebdo, je suis subscriber à CRTV Web. Je sais que dans quelques jours, on va voir ça sur CRTV Web et les gens peuvent regarder cette émission partout dans le monde. Mais ce n'était pas le cas. En ce moment même, l'émission est en live sur les plateformes de la CRTV. Mais ce n'était pas la même chose en 2018, n'est-ce pas? Donc, les choses évoluent. Donc, soyons contents de ce qu'on a et travaillons pour améliorer les choses. Alors, professeur Mbarika, comme vous parlez et vous insistez sur la formation, est-ce que de votre point de vue, comme professeur, nous avons les ressources humaines dans le domaine des TIC qui peuvent accompagner ce développement? Est-ce qu'on en a suffisamment? Non, on n'a pas suffisamment. C'est un grand problème et je veux parler de ça. C'est parce que d'abord, on doit regarder notre système universitaire, nos formations dans les grandes écoles et tout. Je ne veux pas appeler le nom de l'université, mais je connais une université où les étudiants, je pense que c'est changé, mais quand j'ai vu ça, ça fait plusieurs années, pour développer les programmes, ils écrivent ça, les étudiants écrivent, et le prof prend, il rédige, il note. Non, mais tu ne peux pas faire le programme de l'informatique comme ça. Tu dois mettre ça dans le compiler et tu vois s'il y a les erreurs et tu corriges avant qu'on donne les notes. Donc, on doit d'abord commencer à regarder notre système d'éducation. Et j'ai beaucoup parlé de ça à l'Afrique du Sud, ça ne fait pas longtemps. Le personnel qu'on a dans les universités. Bon, c'est bon pour que les recteurs soient les gens qui sont déjà les grands professeurs et qui sont âgés, c'est bon. Mais il faut les jeunes pour coordonner les technologies, comme les directeurs des technologies des écoles, des universités. Ce que je supplie notre pays, on faut qu'on cherche les jeunes pour gérer ça. Parce que c'est eux qui ont la mentalité pour apprendre et apprendre vite. Bon, je vais clarifier. C'est très bon pour avoir, nous, les grands professeurs, les gens qui sont même plus âgés que moi. Mais on voyait en Afrique du Sud, à l'Ouganda, que les recteurs là-bas, pour donner les positions de directeurs de technologie dans les universités, ils donnaient ça à leurs amis qui étaient déjà très, très vieux et ne pouvaient pas bien gérer ça. Mais ils leur donnaient ça comme leur don. Comme cadeau. Cadeau pour ce qu'ils ont fait dans les années. Hein. Pardon, je suis clair, je respecte beaucoup les gens aînés. Hein. C'est très important qu'on a ces gens pour être les mentors. Mais les gens qui font le travail même, il faut vraiment qu'on augmente les jeunes qui sont même moins de 30 ans pour gérer cette technologie. Parce que notre compétition, par exemple, au Cameroun, ce n'est pas seulement dans le Cameroun. La compétition est maintenant globale. C'est pourquoi je suis très fier de nos étudiants maintenant à ICT University qui font les compétitions. Ils ont même gagné contre les universités au Canada, Suisse et tout ça dans les compétitions de technologie. Il faut ça, notre compétition est internationale, c'est global maintenant. On ne peut pas nous séparer de ce qui se passe globalement.
au Cameroun et peut-être globalement en Afrique, les TIC, c'est un peu comme la démocratie, oui, avec beaucoup de dérives, beaucoup de travers, et il y a des conséquences donc sur les valeurs sociales, sur la paix, sur la stabilité. Est-ce que dans ce domaine-là, le domaine des TIC, nous n'allons pas trop vite et du mauvais côté dans leur utilisation? Oui, il y a les bons côtés et les mauvais côtés pour les technologies. Et je suis très d'accord, c'est vrai ce que vous dites là. Il y a les gens qui utilisent ça pour le terrorisme, pour aller tuer les gens. Nous voyons ce qui se passe dans nos zones anglophones, où on utilise les réseaux sociaux pour, par exemple, c'était en novembre 2022, où on a fait une vidéo que tous les gens de la diaspora qui viennent à Boya ou à Bamenda, il faut qu'on les arrête et ils doivent payer 2 millions de francs ou quelque chose comme ça, et même encourager qu'on les tue et tout ça. Donc les gens utilisent cette technologie pour les très mauvaises choses, mais on ne peut pas limiter l'utilisation des technologies à cause des gens qui utilisent ça pour le terrorisme. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on a déjà parlé pour le développement de notre pays, qu'on peut utiliser maintenant. On ne peut pas aussi dire qu'on prend toutes les nouvelles technologies qui sont développées en Amérique, en Europe, et on jette ça en Afrique, utiliser ça. Ça ne va pas aller. Il faut que quand les technologies viennent ici, on les utilise d'une manière qui sont spécifiques à nos réalités. Très bien. Avant de poursuivre, professeur Mbarika, on va prendre l'une des actualités de cette semaine, cette réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté et qui énonçait et énumérait un certain nombre de mesures afin de régler donc la question des effondrements d'immeubles à travers le pays, ou plus globalement la question des mauvaises constructions dans nos villes. Laurentine Bekono. La ligne de fracture des catastrophes dites naturelles est bien connue. Elle croise la crête des catastrophes attribuées à l'incurie humaine et donc peuvent être évitées. Aussi faudrait-il le savoir, le non-respect de la réglementation en matière d'autorisation et de contrôle de la construction des bâtiments constitue l'une des principales causes des effondrements d'immeubles bâtis ou en cours de construction. Les cas enregistrés à Douala et Ngaoundéré sont encore frais en mémoire. Pour vaincre le mal, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, conformément aux très hautes directives du président de la République, en date du 25 juillet 2023, prescrit une série de mesures urgentes. 5 au total. Une application sans faiblesse des tests qui régissent les constructions dans les centres urbains, l'identification des bâtiments et des constructions à risque afin d'initier dans l'éventualité de leur démolition pure et simple, l'intensification du contrôle effectif in situ des chantiers dans les villes en collaboration avec les services déconcentrés du ministère de l'Habitat sous la supervision des autorités administratives. En tout état de cause, des pouvoirs les plus étendus sont accordés aux collectivités territoriales décentralisées en matière de délivrance des permis de bâtir, des certificats d'urbanisme, de contrôle et de sanctions aux besoins. Intensification de la sensibilisation et de la communication sur l'application des lois et règlements en matière d'occupation des sols et de la construction. Telles sont les actions d'urgence à entreprendre. La cybercriminalité est une des conséquences du mauvais usage des technologies de l'information et de la communication. Est-ce que le Cameroun a les équipements et les ressources humaines qu'il faut pour lutter contre la cybercriminalité? Premièrement, si on veut les technologies, c'est impossible pour éviter la cybercriminalité. Ça sera là. C'est comme on a même les maisons normales et il y a les bandits qui peuvent venir là-dedans. Maintenant, c'est comment se protéger. Comment se protéger et bien sûr, il y a beaucoup de spécialistes déjà ici au Cameroun dans la cybercriminalité pour la prévention. On forme déjà beaucoup de jeunes dans ce domaine de cybercriminalité. C'est pourquoi on a même
lancer un licence et un master dans ça à ICT University parce qu'on ne peut pas se dire que les gens savent comment gérer ça. C'est très, très, très sérieux. Donc, même dans les pays développés, c'est maintenant l'une des professions les plus sollicitées, les spécialistes en cybercriminalité. Donc, non, on n'a pas déjà assez de spécialistes en ça. Les pays qui sont développés n'ont même pas 50% des spécialistes qu'ils ont besoin pour ce problème. C'est pourquoi on doit former les gens, les jeunes surtout, dans ce domaine de cybercriminalité. J'ai visité les sites web de beaucoup de ministères au Cameroun et c'est vraiment ouvert. Donc, on doit faire quelque chose. Et honnêtement, c'est bien vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est un domaine dont je regarde pour parler au gouvernement, pour voir comment aider les ministères. Donc ces sites-là, vous trouvez qu'ils ne sont pas assez protégés? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comment on peut entrer là très facilement, hein? Bon, j'espère que vous ne ferez pas ça. Non, 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 mais il faut... Regarde, on ne peut pas fuir de la réalité, hein, parce qu'on a les ennemis, n'est-ce pas? On a les ennemis internes et extérieurs. Donc, on doit refaire beaucoup de sites web de nos ministères pour que ça soit, premièrement, bien présenté et deuxièmement, bien protégé. Puisque vous insistez sur la formation, parlons maintenant de ICT University, dont vous êtes le fondateur et le président du conseil d'administration. Racontez-nous un peu votre aventure pour créer cette université. Comment l'idée est venue? Combien vous avez dépensé? Les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, mon père, mon papa, M. Georges Barika, m'a envoyé hors du pays quand j'étais très, très jeune. Et j'ai fait ma licence, mon master, mon doctorat. J'ai reçu mon doctorat à un très jeune âge. Et quand je suis devenu professeur titulaire, je faisais beaucoup de travaux. À quel âge à peu près vous avez? À 32 ans. Donc le doctorat, je pense, à 24 ans. Et je suis devenu professeur titulaire à 32 ans. Et aux États-Unis, quand tu deviens professeur titulaire à un tel âge, c'est comme si on te paye seulement pour ton titre. Le travail n'est pas beaucoup comme avant. Donc, j'avais beaucoup de temps dans ma main. Et je veux vraiment prendre cette opportunité pour remercier le gouvernement américain parce que le National Science Foundation m'avait donné pour les recherches, pour transfert de technologies en Afrique, plus de 2 millions de dollars. On a fait beaucoup de recherches et c'est de ces recherches qu'on a lancé ICT University en 2011 et en 2012, le gouvernement, pour la branche du Cameroun. Et vous ne remerciez pas le gouvernement du Cameroun? Non, 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 je viens à ça, c'est ce que je reviens. Donc, on a lancé ça comme université en ligne en 2010-2011. Et on a installé à l'Ouganda, à l'Inde, au Nigeria. Et en 2012, nous sommes venus au Cameroun. Et c'est là où le gouvernement du Cameroun nous a donné l'autorisation de commencer les activités ici. Et en 2014, l'autorisation finale pour gérer l'université ici. Et ce que je dis toujours dans mes interviews, et c'est vrai, personne m'a demandé de l'argent pour lancer l'université au Cameroun. Ici au Cameroun? Personne. Quand je venais pour lancer ça, il y avait même les Camerounais qui disaient que je perds mon temps, que le Cameroun est the dead place of good ideas, un pays où les bonnes idées meurent. Et il faut voir que je suis quitté le pays à un très jeune âge, donc je ne connaissais pas beaucoup de personnes, mais je me suis présenté, j'ai présenté mes idées, et le gouvernement du Cameroun m'a bien reçu et a beaucoup supporté ICT University. J'ai investi plus de 10 millions de dollars dans ce pays
pour cette université. Et le gouvernement a beaucoup contribué. Par exemple, l'année surpassée, quand le président Obasanjo est venu, je devais payer pour son logement et tout, sa sécurité et tout. Mais le président de la République a décidé que le gouvernement va prendre en charge toutes ces dépenses. Ce sont les supports comme ça qui m'encouragent beaucoup. Est-ce que vos formations prennent en compte, on va dire, les orientations du gouvernement en matière de politique du système éducatif, mais aussi les besoins même de notre pays pour le développement? Oui, parce que beaucoup de discours du président de la République a beaucoup encouragé les jeunes pour avoir leur propre business. Donc, à ICT University, la plupart de nos étudiants, quand ils finissent, ils ne sont pas là en train de regarder pour travailler pour quelqu'un. La plupart, je dis la plupart, développent leur business. Et ils donnent des travaux à beaucoup de jeunes Camerounais. Ils ont de très bons business, pas seulement au Cameroun, mais dans beaucoup de pays dans le monde. C'est de ça que je suis vraiment, vraiment très fier de ce qu'on fait à notre université. Pas qu'on ne veut pas que les gens finissent et travaillent pour le gouvernement ou pour les entreprises privées, mais le gouvernement a déjà assez de demandes. Les entreprises privées ont déjà assez de demandes pour l'emploi. Donc, nos étudiants sont formés. Tous nos étudiants doivent être formés en entrepreneuriat. Et pas 100%, mais au moins 65-70% développent leur propre business. Et c'est de ça dont je suis très fier. Vous vous appelez ICT University, donc Université des technologies de l'information et de la communication, mais on vous reproche de faire beaucoup de sciences humaines là-bas. Exactement. Bon, je vais clarifier ça. ICT University n'est pas là pour donner seulement les cours de ICT. C'est ICT dans tous les domaines académiques, comme notre slogan le dit. Tous les domaines académiques. Par exemple, on a les étudiants en marketing. Quand tu fais marketing à ICT University, ce n'est pas pour entrer en classe et tu dis qu'est-ce que marketing, qu'est-ce qu'un business. Non. Avant de finir, tu dois avoir la capacité de développer un site web pour vendre les choses comme Amazon ou Alibaba. Donc, tous les étudiants, dans tous les domaines, doivent être formés dans le TIC. Si tu fais l'éducation à ICT University même, l'éducation que tu vas faire, c'est le e-learning. Comment enseigner en ligne, des choses comme ça. Si tu fais journalisme à ICT University, ce n'est pas seulement pour travailler dans le journalisme traditionnel. Tu dois savoir comment construire un radio et une télévision en ligne. Donc, c'est le TIC dans tous les domaines académiques. Et c'est ce que moi, je veux personnellement travailler avec le gouvernement pour faire la même chose avec toutes les universités de l'État. Parce que ma contribution ne doit pas seulement rester au niveau de ICT University. Et je remercie vraiment le Premier ministre m'a beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les universités d'État? On peut travailler avec eux pour amener plus de TIC dans les domaines qu'ils offrent déjà, pas seulement en computer science ou les domaines comme ça, en anglais, pour les études anglais, pour les études français. On peut utiliser les TIC pour traduire les choses. Quels sont justement vos grands projets, vos projets prioritaires là-bas en ce moment? Vers la fin de l'année passée, quand je faisais le commentaire avant que le chef de l'État a donné son discours du 31 décembre, une chose qui m'avait beaucoup encouragé, c'est que le chef de l'État parlait de développement des technologies satellites. Et on était beaucoup encouragés parce qu'on avait déjà lancé nos projets pour la provision de l'Internet par les pays de l'Afrique pour les pays de l'Afrique. Maintenant, presque tous les satellites qu'on utilise viennent de l'Europe, des États-Unis, de la Russie. Notre grand projet, c'est pour voir que le Cameroun soit l'un des premiers pays de l'Afrique pour avoir leur propre
notre propre satellite. Je sais que quand je parle de ça, les gens pensent que je suis fou, mais nous sommes en train de mettre de l'argent dans ça. Nous sommes en train de parler avec le ministère des Postes et Télécommunications dans ça. Et on veut que ce pays, c'est ma fierté d'être Camerounais. Je veux vraiment que ce soit le Cameroun qui lance des satellites pour qu'on ne dépend pas dans 10 ans, dans 20 ans, on ne dépend pas sur l'Amérique, la France, la Russie pour notre Internet. La CRTV, je ne sais pas où vous avez votre Internet, peut-être de la France. Ces satellites-là, ou ce satellite-là, on peut l'avoir à quel horizon, dans combien d'années? Oh, notre plan, c'est un plan de 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber demain. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent. On travaille avec les investisseurs et tout ça. Donc, ça peut prendre presque 10 ans avant qu'on a pleinement ça. Mais pour le moment, on a les mini-satellites qu'on travaille déjà, qu'on appelle nanosatellites, que nous avons déjà commencé à travailler avec. Professeur Mbarika, quand vous étiez plus jeune, on va dire à l'école, avant d'aller aux États-Unis, est-ce qu'il vous arrivait pendant les vacances d'aller au champ? Mes parents ils ne sont pas les agriculteurs, mais ils avaient le terrain et on faisait les champs. De temps en temps, oui, j'allais avec ma maman et mes frères et sœurs pour planter les choses. Et c'était des moments très spéciaux pour moi. Moment spécial également pour ces élèves qui sont en vacances et qui vont au champ avec leurs parents. Nous les retrouvons dans la chronique sociale L'air du temps de ce dimanche. C'est une localité de la région du centre qui vit en pleine saison de récolte du concombre. Et voici comment les vacanciers sont initiés à cette activité. C'est un reportage de CRTV Centre. Avec pour principale activité l'agriculture, les vacanciers de la localité de Mbangassina ont du pain sur la planche en cette période. Ici, même les tout-petits sont convertis en agriculteurs. Depuis leur arrivée, il fallait vraiment les amener d'abord à connaître comment on peut enlever l'herbe au champ. Les amener aussi à apprendre comment on peut réunir les cabosses de pistache. À peine 1 mois et demi déjà passé auprès de leurs parents, ces vacanciers ont de la matière. On m'a appris à lever le pistache. On m'a appris à lever les herbes. Quand je viens au champ chaque matin avec papa et maman m'apprend comment arrêter la roue, comment former les buts et comment mettre le manioc au sol. Papa me montre comment tenir la machette pour défricher. Bien que cette épreuve s'avère difficile pour certains, leurs parents ont toujours les astuces qui leur permettent d'aller au champ tous les matins. Le soleil me dérange parfois, je ne veux pas venir au champ. Il y a d'autres, même comme ce matin, mon homonyme qui pleurait même qu'elles ne viennent pas au champ. Et je les amène à comprendre qu'au champ, vous allez allumer le feu, vous grillez le maïs, vous arrachez les arachides qui commencent déjà à être à maturité. Parce qu'au champ, vous ne pouvez pas passer un bon bout de temps sans manger. À Mbangassina, les vacanciers ne s'ennuient pas. On ne s'ennuie pas également, Bruno Matip, dans ce studio. Terminons par vous, professeur Victor Mbarika. Vous êtes né au Cameroun. Vous avez grandi un peu ici. Après, vous êtes parti, avez-vous dit. Mais aujourd'hui, vous êtes un citoyen américain. Est-ce que votre message, c'est de dire aux jeunes, pour réussir, il faut partir? Pas du tout. Je pense que ces années, je passe presque moitié de mes années dans les pays de l'Afrique et surtout au Cameroun. On peut toujours être aux États-Unis et travailler beaucoup pour son pays. Et d'ailleurs, je suis Camerounais. Je ne me prends pas comme Américain, je ne me vois pas comme Américain. Je suis Camerounais et je veux continuer à contribuer à mon cher pays. Surtout... La plupart des gens qui ont vécu à l'étranger savent qu'il y a beaucoup de racisme et tout, mais il y a aussi de très bonnes choses à l'extérieur. Mais on a beaucoup d'opportunités maintenant à l'Afrique, donc je n'encourage pas que les jeunes rêvent seulement de réussir à l'extérieur.
Là-bas, aux États-Unis, il y a beaucoup de Camerounais qui salissent l'image du pays à travers Internet, le pays et ses dirigeants. Certains sont même condamnés par la justice américaine pour leur soutien aux actions terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que pensez-vous de cette façon de s'exprimer sur le Cameroun? Est-ce que c'est du patriotisme? Pas du tout. C'est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur pays, le Cameroun. Ça, c'est un très beau pays. On a nos défis dans le pays, mais on ne peut pas continuer à faire ça, à aller sur les réseaux sociaux, comme je disais, pour encourager que les gens tuent d'autres. Il y avait, comme par exemple en Suisse, quelqu'un qui voulait grimper pour aller, je ne sais pas, dans la chambre du président de la République. Mais je veux aussi dire quelque chose, c'est la minorité, hein? La majorité des Camerounais aiment leur pays. C'est ça l'erreur. Il y a une erreur qui se passe ici. Ils aiment leur pays et leur président. Mais bien sûr, beaucoup. Ils aiment leur pays et notre président. Mais la minorité fait de sorte que partout où nous autres on part, on dit, est-ce que vous aimez votre pays? C'est la minorité et surtout, si tu regardes, pas tout, mais la plupart de ces gens n'ont pas quelque chose du bien qui se passe dans leur vie à l'extérieur. Ils n'ont pas d'activité. Honnêtement, tu ne vois pas, c'est rare pour voir quelqu'un qui a du succès à l'extérieur en train d'essayer pour grimper l'hôtel du président. Non, la plupart des Camerounais aiment leur pays. C'est vraiment la minorité. J'étais à Atlanta pour chercher des investisseurs pour venir investir et j'ai fait l'erreur de prendre un Camerounais dans ces réunions et je leur parlais du Cameroun, comment ils peuvent investir. Il m'a stoppé. Victor, cesse de mentir. Si les gens s'y viennent au Cameroun, ils seront dans les dangers, comme si le Cameroun est pourri. Mais je lui dis, c'est moi qui paye cette nourriture. Tais-toi. Hein? C'est moi qui je t'invite pour venir manger avec moi. Tu viens condamner mon pays, comment? Mais c'est la minorité. C'est la minorité. Et les gens là sont toujours venus et nous sommes en train de faire le projet ici au Cameroun avec eux. Et ils ont vu que quand tu atterris à Simalène ou à Douala, il n'y a pas les gens qui sont dehors là pour te tuer. Et ce n'est pas le Cameroun des réseaux sociaux. Non, c'est exactement. Le 14 juillet 2023, lors de la 13e cérémonie des African Achievers Awards, à Londres, la Chambre des Lords vous a décerné le prix d'excellence en matière de leadership. Cela représente et récompense quoi exactement? C'est un très grand honneur. C'est un très grand honneur parce que c'est un award d'excellence en leadership. Il y avait de très grandes personnalités avant qui ont reçu ça, comme l'un de mes héros, Thomas Sankara, Nelson Mandela. Il y a de très, très grandes personnalités qui ont reçu cet award avant. Donc, j'étais vraiment fier de recevoir ça pour mon leadership dans le TIC, dans les pays de l'Afrique. Surtout le travail que j'ai fait à l'Ouganda, au Nigeria, où on m'a donné 4 chefferies là-bas. Et dans d'autres, bien sûr, dans mon pays spécial, le Cameroun. Donc, ils ont reconnu ce que j'ai fait en Afrique et j'ai reçu cet award au nom de mon beau pays, le Cameroun. Vous semblez aimer la gloire puisque vous êtes allé présenter ce prix-là au Premier ministre récemment. La cérémonie de remise des diplômes de ICT était placée sous le patronage du Premier ministre alors que vous avez un ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui est le chancelier des ordres académiques et votre tutelle. Vous êtes très visible en ligne et dans les médias classiques. Alors, ma question, et qui est ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous cherchez exactement et qu'est-ce que vous voulez encore? Oh non, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, il est comme un grand frère pour moi. Il m'aime beaucoup, il me supporte beaucoup. Dès le commencement, quand j'ai eu cette idée de lancer l'université, il a toujours été avec moi. Et j'ai fait rarement les décisions sans l'écrire, sans consulter avec lui. Donc, il est vraiment pas... Il faut voir, le professeur Jacques Famendongo n'est pas seulement un ministre, c'est un professeur titulaire. Donc, on s'entend très, très bien.
il aime beaucoup ce qu'on fait et il a même déclaré qu'ICT University est l'université du futur. Donc, je le respecte beaucoup et aussi notre Premier ministre, n'oublie pas, c'est un professeur de l'université aussi. Donc, il me supporte beaucoup en suivant l'exemple du chef de l'État. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je suis un académicien. Je veux que le Cameroun soit le pays de référence dans le TIC dans 15 ans. C'est ce que je cherche. Vous ne cherchez pas à faire la politique? Non. Mais il n'y a pas de problème de faire la politique, mais il faut qu'on laisse la politique aux politiciens et la recherche aux chercheurs comme nous. Hein. On a notre place, les politiciens ont leur place, et j'apprécie beaucoup ce que beaucoup de politiciens au Cameroun font pour supporter ce que je fais dans mon pays. Personne n'a pas mis... on dit les bois dans le roue. Hein? Les bâtons dans le roue pour moi. Et souvent, je me demande, est-ce que ça c'est normal? Je cherche pour voir. Hein? J'ai beaucoup de support. Donc, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai fait ça pour toute ma vie et ça, c'est ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Professeur Mbarika, je vous donne 1 minute pour vous adresser aux jeunes qui regardent cette émission et qui sont parfois dans le désespoir, qui n'ont plus d'ambition, qui n'ont pas de rêve, parce qu'ils pensent peut-être, comme certains, qu'au Cameroun, ça ne sert à rien d'être ambitieux. Dites-leur, quel est votre secret? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour réussir? Ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut qu'ils regardent le Cameroun maintenant. C'est plein de gens de la Chine, c'est plein de gens du Liban, plein des étrangers qui viennent. Donc, il y a quelque chose de bien dans notre pays. Là, beaucoup de me volent quand je viens dans le pays. Dans notre classe, première classe, c'est beaucoup de Blancs qui sont là-dedans. Souvent, nous sommes comme 5 Noirs. Donc, si le pays était vraiment mauvais, parce que je connais combien ça coûte ça coûte beaucoup d'argent pour être à première classe pour venir ici. Donc, il y a de bonnes choses que les gens viennent chercher ici. Donc, c'est ce que je demande aux jeunes de regarder. Quand ils voient ça, ils vont comprendre que le Cameroun, il y a de bonnes choses ici. Est-ce qu'ils ont de l'argent comme ces gens qui viennent ici pour faire leur business? Non, mais ils doivent commencer quelque part. Et moi, personnellement, je m'engage de donner... On va investir 200 millions par an pour 5 ans pour les nouveaux projets des jeunes. On ne peut pas tout faire. Je ne peux pas dire ce que le pays va faire pour eux, mais je peux dire ce que moi, le professeur Mbarika et ICT University, on va faire. On a déjà commencé à chercher de très bons projets pour promouvoir et pour aider beaucoup de jeunes. Professeur Victor Mbarika, fondateur et président du conseil d'administration de ICT University, merci d'être venu à Actualité Hebdo. Oh, merci beaucoup, M. Ngok. Que soit béni. Très bien. Merci à vous, mesdames et messieurs. Faites attention à vous et prenons tous grand soin de notre cher et beau pays, le Cameroun. Bonsoir.